Bien, écoute, merci beaucoup Jacques pour cette présentation très structurée. Donc, alors c'est vrai que on ne peut que te suivre dans une présentation qui paraît relativement simple, au niveau de la structuration de l'espace, du temps, des activités, de la communication. Or, tous les parents et les professionnels ont fait l'expérience de l'importance de la mise en œuvre de ce type de mesures. Et c'est vrai que, pour reprendre ce que tu dis en conclusion, la question est de savoir jusqu'où il faut aller dans la rencontre avec les enfants ou les adolescents sur ce registre. Parce que, certes, on ne peut pas réorganiser complètement le monde, et se laisser tyranniser complètement par eux, parce que ça, c'est aussi une dimension qui peut exister. Mais il n'empêche que si on ne va pas à la rencontre, si au fond on ne rend pas notre rencontre tolérable pour eux, eh bien là ils s'enferment durablement dans le seul monde qu'ils peuvent connaître, celui qui est prévisible, celui des stéréotypies. Et donc c'est très important qu'il y ait dans un premier temps un aménagement de l'environnement matériel et humain, parce que tous les autistes disent bien, les humains, c'est parfaitement changeant. On connaît ce que disait Tom Palgrandin autour de ça, en disant mais moi finalement avoir affaire à des bovins, c'est pas un problème. Mais en fait, les visages humains, vous imaginez, il y a une sorte de variabilité au niveau des expressions, au niveau des traits, de la gestualité. Il y a une sorte de bombardement de signification auquel il est difficile de prêter du sens. Pour les personnes sur ce registre-là, il est donc important que les éléments venant des êtres humains soient en quelque sorte simplifiés, mais avec comme but secondairement de les aider à faire des étapes pour aller dans la complexification du monde. Il ne s'agit pas, bien sûr, de rester dans quelque chose qui serait une simplification totale. Mais comme Jacques Constant l'a très bien rappelé, la plupart des personnes autistes qui ont bien évolué peuvent vraiment progresser dans le sens de la complexité du monde. Sauf que lorsqu'ils sont débordés par l'émotion, donc là, à nouveau, ils se trouvent démunis, ils ont de nouveau besoin d'avoir des repères fiables, de retrouver la capacité d'anticiper. Et donc on voit comment, même avec des enfants, des adolescents, des adultes, qui sont dans le langage, qui peuvent lire des textes d'astrophysique, eh bien, à un certain moment, lorsque les choses ne se passent pas telles qu'ils l'avaient envisagé, ils peuvent être dans un état de désarroi tel que là, il faut retrouver les moyens de leur permettre de se resynchroniser, de se retrouver en lien sécure avec l'environnement. Parce qu'en fait, pour eux, alors que pour la plupart des êtres humains, la sécurité, elle vient de la relation avec les figures d'attachement, avec les autres qui nous sont proches. Or ça, c'est bien plus compliqué à construire pour les enfants autistes, parce que l'autre est trop compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de mouvement affectif, mais l'autre est trop compliqué et trop imprévisible. Alors que finalement, le monde des objets, et en particulier tout ce qui vient se répéter avec une régularité importante, là, c'est parfaitement sécurisant. Et on voit effectivement, mais même puisqu'on a cité Joseph Chovanec, qui disait que lui, quand il était seul dans sa chambre à bricoler aux choses qui l'intéressaient, il n'était pas autiste. Mais que par contre, quand il retrouvait les clameurs du monde extérieur, l'imprévisibilité, la relation à l'autre, eh bien là, il retrouvait. Et quelquefois, il disait que lorsqu'il était à l'aise dans une relation, il se surveillait moins, et ça lui arrivait d'avoir de nouveaux recours à des stéréotypies. Mais parce que c'était reposant. Il ne faut pas sous-estimer, en quelque sorte, les efforts que accomplissent les enfants, adolescents ou adultes autistes pour s'adapter au quotidien. Important, ça. C'est-à-dire que là, ça leur demande une énergie considérable. Oui.
Enfin, imaginez que c'est exactement comme si vous étiez dans un pays dont vous maîtrisez mal la langue. Enfin, à chaque fois, vous devez retraduire. Enfin, vous devez essayer de comprendre. C'est pour enfin, ça donc, que je parle du pays autiste, d'ailleurs. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'à certains moments, Je vous ils ont invite à acheter mon besoin livre. de récupérer. Comment? Rien, c'est un détail. Quoi, tu disais quoi? Je disais, je vous invite à acheter mon livre sur le pays Oui, autiste. bien sûr. Alors, Bon, puis je peux répondre. avant de lancer la discussion, il reste des places disponibles parce que par rapport, donc il reste une place là, 2 places là, une place là. Enfin, il reste 5 places. Enfin, donc on va permettre donc aux gens qui sont debout et que je n'ai pas osé. Enfin, donc osez-vous déplacer. Enfin, oui, c'est à vous que je parle. Bénédicte, Véronique. Là, il y a des places ici, au milieu ici. Enfin, donc, bon. Alors, je n'ai pas le moyen de les éclairer, les places. Mais enfin, il y a au moins une place là. Juste là. Bon. Autrement, il y en a 4 ici. Bon, écoutez, je ne vais pas aller au-delà de mes efforts. Alors, avant de permettre enfin, donc, à Jacques de répondre, est-ce que vous voudriez poser des questions, faire part de témoignages, enfin, donc, est-ce que vous retrouvez un peu dans ce qu'il a dit, enfin, donc il y a des micros, hein, donc qu'on peut faire circuler de manière à ce que vous ne soyez pas obligé de vous égosiller, enfin, donc, pour poser une question. Alors on est en grand nombre, il y a toujours un côté impressionnant donc du grand groupe, même quand on est neurotypique. Peut-être plus encore. Une question toute bête. À partir de quel âge on peut commencer à utiliser ces méthodes? Et à quel moment on différencie un autiste pour lequel on peut mobiliser des choses et l'autre pour lequel ce sera beaucoup plus difficile? C'est 2 questions différentes et intéressantes. Alors, je pinaille, mais ce n'est pas des méthodes. C'est une philosophie d'identification aux difficultés de la personne. Je pense que la réponse, je vais vous dire, à partir de 3 ans. Je pense qu'à partir de 3 ans, on peut commencer sérieusement à structurer. Structurer l'espace, structurer la communication, et peut-être un peu plus tard pour le temps. Mais en tout cas, si. D'ailleurs, pour le temps, pour l'attente, on peut déjà faire du timer à partir de 3 ans. La deuxième question, répétez-moi la deuxième question. Comment vous arrivez à différencier un enfant pour qui on va pouvoir mobiliser un travail, enfin quelque chose autour du travail, et celui pour lequel il va y avoir beaucoup plus de difficultés? On parle beaucoup dans les médias d'Asperger, oui. Et puis les autismes de type Kanner. Donc, Et vous avez tout à fait raison. Je trouve qu'on parle, enfin j'allais dire trop, c'est peut-être pas, parce que c'est bien de changer les opinions, mais on parle pratiquement que des Asperger. Et ça, c'est très agaçant pour ceux qui ne sont pas Asperger, justement, et pour les familles et les professionnels qui s'occupent de personnes plus en difficulté, et qui, en tout cas, ne peuvent pas exprimer leurs difficultés comme le peuvent les Asperger. Là, il y a 2 réponses que je vous ferai. L'une, c'est l'évaluation. Il est évident que nous travaillons tous à améliorer les outils d'évaluation qui nous permettent d'apprécier, d'une part, l'intensité des mécanismes autistiques, comme par exemple la CARS ou la DOS, qui sont des échelles qui nous permettent de le mesurer, et puis des évaluations qui nous permettent d'apprécier le niveau de développement intellectuel. Et il est sûr que quand le développement intellectuel est très faible, ces méthodes sont à appliquer, mais elles ne vont pas avoir le même effet, disons, direct et spectaculaire qu'on pourrait attendre quand le niveau intellectuel est meilleur.
Bon, ceci dit, le mieux, c'est moyennement intellectuel et moyennement autistique. Parce que quand vous êtes niveau intellectuel bon, mais que les mécanismes autistiques sont très importants, vous êtes également très très gêné, notamment dans les rapports avec l'environnement. Donc la réponse pour le distinguer, c'est donc les évaluations. Et puis la deuxième réponse, c'est la pratique. C'est-à-dire qu'il faut le mettre en place et voir si ça fonctionne. Alors, pour voir si ça fonctionne, il faut quand même avoir une certaine durée de pratique, le laisser quand même 1 mois ou 2, pour voir si vraiment l'enfant le comprend, parce qu'il peut le comprendre par une habituation lente. Donc, il faut voir si vraiment ça fonctionne. Il ne faut pas abandonner un plan de séquentiel, par exemple, ou un plan d'emploi du temps, en se disant « ça ne l'intéresse pas, j'y arrive pas », avant d'avoir tenu assez longtemps, je dirais plusieurs mois. Parce que souvent, c'est nous qui nous décourageons avant. Donc, je pense avoir répondu à votre question. Évidemment, c'est un peu grossier, mais ça vous va ? Oui, d'autres Allez-y. Hein. D'autres questions, enfin, allez-y, profitez-en, enfin, on n'aura pas Jacques Constant tous les jours. Ah oui, j'ai été tellement clair que vous avez tout compris. Parfait. Oui, vraiment, c'était trop clair. C'est ça le problème, c'est que... Alors, autre question. À quel moment on peut dire qu'on est arrivé au bout de ces méthodes, de ces techniques? Parce que, par exemple, je pense à l'adolescence, où ça mobilise d'autres choses, il y a le changement corporel, les choses qui interviennent. Donc là, c'est plus forcément l'environnement extérieur qui change, mais c'est plutôt aussi le physique de l'enfant autiste. Oh oui, vous avez raison. On n'arrive jamais au bout. C'est ce problème que je vous disais de l'estompage. Le fait que le fonctionnement va être autiste, c'est la vie. Ça marche pas, ça? J'essaye de me mettre comme il faut. Voilà. C'est la vie durant. C'est d'ailleurs, moi je crois, il s'agit d'améliorer. Dans l'état actuel des choses, nous n'avons pas de panacée, nous n'avons pas de médicaments, nous n'avons même pas de marqueurs biologiques, nous n'avons pas de certitude. Il s'agit d'améliorer la qualité de la vie de la personne et de son entourage. Ça, c'est l'objectif. La structuration, c'est un moyen qui marche plus ou moins bien selon les cas, qui doit durer toute la vie, mais qui à certains moments va être moins important. Alors vous parlez de l'adolescence et des changements intérieurs, mais dans l'enfance aussi, il y a des changements intérieurs, il y a des douleurs de constipation, il y a des douleurs d'oreille, il y a des douleurs de dents. Il faut aussi penser alors aux stimulations venues de l'intérieur, mais je n'ai pas détaillé, je vous ai parlé que des stimulations de l'extérieur, mais il faut aussi tout à fait penser aux stimulations venues de l'intérieur. Vous, mademoiselle, vous aviez une question. Là, il faudra le micro parce que sinon... Non, mais la salle est grande. Hein. Ça, nous, on va entendre, oui, mais la salle va peut-être... Tout près. On m'entend ou pas? Oui. C'était plus dans le sens où quand on est ado ou jeunes adultes ou adultes, est-ce qu'il y a un moment où on peut tout recommencer? Enfin, pour des adultes qui n'ont jamais eu de structuration, est-ce que c'est possible de commencer à tout âge? Est-ce qu'il y a un jour où c'est trop tard? La réponse est franchement oui. C'est possible de commencer à tout âge. D'accord. Alors, c'est un petit peu plus difficile pour les accompagnants de s'y mettre. Et il faut définir les objectifs qu'on recherche. Mais pas. Alors, souvent, on a deux problèmes. On a le problème
d'une stéréotypie comportementale qui est installée. C'est plus difficile de la désinstaller que de l'empêcher de s'installer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Et le deuxième obstacle, à mon avis, ce n'est pas dans les livres, mais dans mon expérience personnelle, c'est la mémoire. C'est que ces personnes ont des mémoires surprenantes, ils se souviennent d'incidents survenus dans l'institution il y a des années et des années. Je me rappelle d'un cas qui m'avait tout à fait intéressé. C'était dans un établissement d'adultes où j'intervenais il n'y a pas très longtemps. Et il y avait un résident qui, brusquement, lançait par la fenêtre, et le réfectoire était au premier étage, son bol de café du petit déjeuner. Alors ça ennuyait le directeur parce qu'il cassait beaucoup de tasses et c'était pas tout à fait socialisant. Et en discutant avec l'équipe, tout d'un coup il y a eu une ASH qui a dit « Mais le premier jour où il est arrivé dans cette maison, je lui ai fait une tartine de confiture qui est tombée et il a fait une crise épouvantable. Et moi, je suis certain qu'à certains moments, quand il se trouvait dans une situation, ça réveillait sa mémoire de l'incident. Et du coup, il réagissait comme si l'incident en question venait de se produire. Donc, on a fait des dessins très astucieux de confiture qui tombaient. Et on a obtenu une partielle amélioration. Je ne vous dirai pas qu'on a obtenu parfait. Les nouvelles que j'ai eues, c'est que une fois une ou deux fois par semaine, c'était passé à une fois tous les 2 mois. Voilà. Alors, je veux dire qu'il faut toujours essayer. En plus, pour l'équipe, c'est assez intéressant parce que ça oblige à faire des hypothèses, à nous faire fonctionner sur son mécanisme. Et bon, peut-être qu'on se trompe, mais on essaye de faire par rapport à son mécanisme, pas par rapport au nôtre. Oui ? Vous avez un micro qui arrive derrière vous. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier pour votre présentation. Je trouve Merci. ça très bien. Je voulais vous demander, dans les derniers diapos, vous avez parlé parents, enfants, etc. Et vous avez parlé des soignants avec l'éducation. Moi, là, je trouve quels sont les moyens actuels ? Parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus et que les enseignants ne sont pas toujours ouverts aux parents et aux soignants. Et est-ce qu'il y a des nouvelles mesures ? Attendez, je comprends bien. Je m'excuse, je ne comprends pas très bien votre question. Dans votre présentation, vous dites que les soignants, les éducateurs, etc., ont un lien étroit avec l'éducation. Et je trouve que ça pêche encore beaucoup, même s'il y a eu beaucoup d'efforts, même si on en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Il y a des AVS pour les autistes, il y a des choses comme ça. Mais quelquefois, les parents se sentent un peu démunis vis-à-vis des enseignants qui ne sont pas toujours au courant, qui se disent mal formés, etc. Donc, est-ce qu'il y aura des moyens ou est-ce qu'on peut faire avancer les choses là-dessus ? Bon, alors... je ne sais pas si je suis très claire. Si, j'ai compris maintenant. Je savais pas que c'est moi qui n'étais pas clair. Alors, première réponse, la réponse du vieux. Moi, je suis vieux, c'est comme ça. Eh bien, ça a drôlement bien changé depuis que j'étais jeune, c'était pire. Bon. Alors, non, mais c'est pas encore bien, hein, mais c'est déjà pas mal quand même, parce que je vous assure que quand on voit, moi j'ai été médecin-chef en 1970 exactement, eh bien, c'est beaucoup mieux maintenant. Bon, premier point. Deuxième point, les enseignants qui disent on n'est pas formé pour, ça il y a un bouton chez l'enseignant, c'est le bouton on n'est pas formé pour, vous l'aurez toujours. Bon, donc ça on le met au panier, c'est un truc tout à fait classique. Moi je trouve que les enseignants, alors je ne suis pas parent, c'est vrai, mais je trouve que les enseignants font des efforts considérables. Individuellement, ils ne sont pas toujours aidés par leur structure, mais individuellement, ils font des efforts considérables. Et ceci pour une raison, c'est qu'ils y trouvent leur compte
enfin quand on arrive à leur démontrer qu'ils y trouvent leur compte, c'est que pour eux, un enfant autiste dans la classe, c'est toute l'école à réinventer. C'est la conclusion que je vous disais. Pour un gamin normal, c'est très bien qu'il y ait des règles, qu'il soit obligé d'obéir aux règles. Ça le structure. Alors que pour un élève autiste, il va falloir que l'école s'adapte, enfin que la classe même s'adapte à son point. Troisième point, je n'ai pas parlé de ça, j'aurais dû en parler dans l'environnement. Les classes éducation nationale, c'est structuré par définition. Ça dépend des instituts, mais dans l'ensemble, c'est structuré. Les problèmes qu'on rencontre dans les écoles, ce n'est pas dans les classes, c'est dans les temps entre les classes. Les difficultés des enfants autistes à l'école ordinaire, c'est la cour de récré. La cour de récré, c'est la grande université où on apprend la société, et eux, ils ont des troubles avec leurs relations sociales. Alors là, ça ne marche pas. Bon. Alors, est-ce qu'il y aura de l'avenir, un plan, un machin ? Il y a déjà des quantités de plans, on en est au 3e plan. C'est effectivement, on va dire, c'est jamais assez, mais il y a eu quand même une progression constante, et ceci, quels que soient les gouvernements, gauche ou droite, d'ailleurs, ça a continué. Je vous dis ça pour les élections, ça n'aura pas d'incidence. Hein, bon. Je crois que il y a une évolution de la société. Alors évidemment, quand on a un enfant de 3 ans, on se dit qu'il faudrait qu'elle évolue plus vite, la société, parce qu'il faut qu'elle évolue au rythme de mon enfant. Mais quand on voit ça d'un peu loin, il y a une évolution positive. Maintenant, il y aura toujours des gens, il y aura toujours des personnes qui comprendront les choses, même s'ils ne sont pas formés, et il y en aura toujours qui ne comprendront pas les choses, même s'ils sont formés jusque-là. Il faudra toujours trouver the right man in the right place. Ou plutôt the right woman, parce que la plupart du temps, c'est des femmes. Bon, donc, voilà ce que je vous ferai comme réponse. J'avoue que c'est un peu une réponse de Normand. Mais, en Picardie, c'est pas si c'est admis. Peut-être encore une question, et puis après, donc, on va voir effectivement plus des applications concrètes, pratiques. Et toutes les masses lèvres. Oui, ça m'intéressait bien justement ce qui ressortait un petit peu des éléments que tu donnais tout à l'heure, et de ce que soulignait aussi Christian Mill sur la nécessité de trouver des voies d'entrée dans le monde neurotypique, parce qu'il faut qu'on voyage au pays des autistes, mais eux, ils ont aussi à voyager quand même dans un monde qui les met dans un état particulièrement d'angoisse, d'anéantissement, etc. Et je pense que par rapport à cette question de trouver les voies qui leur permettent d'avoir un petit peu confiance dans ce qu'ils peuvent produire, tu as beaucoup parlé de l'environnement et des objets. Je pensais en même temps à ce que pouvait déterminer, d'ailleurs peut-être pas que des avantages, la question de la relation à l'autre quand même, dans ce qu'elle peut se construire en tout cas, hein, et aussi la question de la création artistique. Je pensais à la création artistique au moment où tu donnais cet exemple de la chute du petit déjeuner. Moi je pensais à d'autres exemples comme ça de manifestations extrêmement désagréables et insupportables, et qui sont devenus des gestes artistiques dans un travail théâtral, en l'occurrence, pour une de ces jeunes filles que je suivais. Et je pense que voilà, enfin c'est des questions en tout cas que je me pose, puisque là on a quand même parlé des objets du quotidien, en effet, surtout. Oui, alors j'ai fait exprès de parler que des objets, parce que je pense que c'est la priorité, et je pense que que nous avons un risque, nous les normaux, les accompagnants, les parents, un risque de vouloir les amener dans une relation quand ils ne sont pas prêts à une relation, quand la relation ne représente pas pour eux la même chose que nous. Alors certes, l'objectif lointain, ça sera qu'ils aient des relations, bien sûr,
mais ces relations passeront peut-être plus par les objets que pour nous. En très gros, par exemple, je connais un autiste de haut niveau qui s'appelle Gabriel Bernot, qui a écrit un article sur les spécificités de la pensée autiste qui est paru dans la revue Enfance, donc très sérieux. Et lui, il dit franchement, ce qui empêche l'enfant autiste d'apprendre, c'est l'instituteur. C'est-à-dire la relation. Alors là, c'est un peu exagéré peut-être, mais ça fait réfléchir. En revanche, je te suis tout à fait sur l'activité artistique. L'activité artistique, je ne sais pas très bien par où ça passe d'ailleurs, mais j'ai beaucoup d'expérience de théâtre, d'activité de danse, d'activité de... On tape sur des machins là, on fait du... Oui. Moins bien avec les dessins et les peintures, plus dans ce registre-là. Où des personnes autistes se sont trouvées à l'aise. Et puis, j'ai toujours eu de l'admiration pour les artistes que j'ai fait travailler la plupart du temps gratuitement. Un jour, je suis allé voir la directrice du personnel de l'hôpital et je lui ai dit, je voudrais me payer une danseuse. Elle m'a regardé avec des yeux. Effectivement, je voulais me payer une danseuse pour faire un atelier danse. Bon. Alors, donc, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le, je sais pas comment dire moi, l'accordage que les artistes savent avoir avec ce type de personnes. Donc, j'encourage vivement les IME, les trucs à introduire des activités avec des artistes, mais plutôt plasticiens ou théâtreux ou danseux machin, que peinture et dessin. Dans mon expérience, hein, Au début, personne ne voulait parler, maintenant tout le monde veut parler. On va pas s'en plaindre, mais du coup, je ne voudrais pas que ça empiète trop sur le temps. Oui, on arrête. Pascal Lavergne, je suis présidente de l'association ASPI, Asperger Solidarité Picardie. Donc, notre association accompagne de jeunes Asperger en organisant notamment des ateliers d'habileté sociale. Vous avez parlé tout à l'heure de l'intégration scolaire, de l'intégration sociale de ces jeunes, mais l'intégration sociale passe aussi, et notamment par l'insertion professionnelle, qui reste problématique pour ces jeunes. Comment, et le plan autisme ne prévoit rien qui va dans le bon sens concernant cette question. N'exagérez pas. Donc parlons un petit peu aussi de leur insertion professionnelle. Oui, vous avez raison. Bon, j'ai assisté, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, à la remise d'un rapport de Joseph Chevanec justement sur l'insertion professionnelle au ministère. Donc, c'est pour ça que je vous disais, n'exagérez pas, les hauts bonnets commencent à s'en occuper. Bon, ça c'est la première chose. C'est insuffisant. Hein, bon. Là, pour le coup, il y a des pays qui sont un peu plus en avance que nous, notamment le Québec, que je connais parce qu'ils ont fait des articles assez intéressants. Au Québec, ils ont un prospectus qui donne au patron en disant un autiste est un ouvrier idéal. Il est capable de travailler sans demander d'augmentation, il est capable de travailler plus d'horaires, il est capable de faire attention aux détails. Surtout, payez-vous des ouvriers comme autistes. Bon, j'ai trouvé ça assez rigolo. Bon. Et puis, il se trouve qu'en Eure-et-Loire, où j'ai travaillé toute ma vie professionnelle, ou presque toute ma vie professionnelle, il y a une usine des confitures Andros, et il se trouve que le fils d'un directeur d'Andros est atteint d'Asperger, même je crois d'autisme plus sévère. Et on vient d'ouvrir une section qui intéresse aussi les responsables, puisque la ministre est venue et tout ça. Donc il a réussi à faire travailler des personnes autistes, diagnostiquées autistes, dans son usine, en les payant
ils travaillent à temps partiel, mais ils sont payés sans dérogation. Ils sont payés au salaire des autres ouvriers. Et il a équipé à côté de l'usine, de manière assez luxueuse, 7 lits pour ses ouvriers. Mais ça fonctionne qu'avec des personnes autistes qui ont été suivies longuement par une structure qui est en place là, depuis quelque temps et avec un accompagnement sur place dans l'usine, qui est un accompagnement ponctuel, mais qui est là tout le temps. Et moi, je crois qu'il y a un danger de dire on peut faire travailler les autistes n'importe où, oui, mais à condition qu'ils soient accompagnés. Et ça, je crois que vous, justement, les associations, soyez bien vigilants au fait qu'il faut qu'ils soient accompagnés, parce que très vite, les pouvoirs publics vont vous dire « Oui, ben ça y est, il y a un exemple d'usine qui marche, alors allez-y, mettez-les dans l'usine. » Ça ne marchera pas s'ils ne sont pas accompagnés. Nous y veillons précisément. Oui. Parce que nous connaissons bien leurs besoins et nous savons manifestement qu'en l'absence d'un accompagnement individuel personnalisé, Absolument. ce que ne propose d'ailleurs aucun dispositif connu. Eh bien, venez voir en Eure-et-Loir. Eh bien, voilà, écoutez, c'est un bon exemple. Donc on va prendre une dernière question, je crois qu'il était... Et puis après, donc on va passer à l'exposé des collègues des Namur. Oui, bonjour. Justement, en fait, ma question rejoignait un petit peu le problème de l'avenir des personnes autistes. À savoir, en fait, pour revenir à la structuration, est-ce qu'un des horizons, c'était aussi l'autonomie, à savoir que les personnes autistes apprennent en fait, à structurer elles-mêmes leur emploi du temps Ça, c'est le pied si on y arrive. Bien sûr, possible? bien sûr. C'est l'objectif. Absolument. Surtout pas de ghetto. Hein? Alors là, vraiment, on a bien vu que pendant un moment, on a pensé, enfin, moi je me rappelle que j'ai pensé ça dans les années 80, on pensait qu'il faudrait qu'ils soient vraiment à part, parce que comme ça, on peut justement tout structurer. Non, il faut tout structurer, mais il faut arriver à ce qu'ils aient plein d'expériences ailleurs aussi. Et c'est le dosage de ça qui est important. Et qu'ils aient la structuration dans la poche le plus possible. Alors pour certains, ça marche. Pour d'autres, on y arrive plus difficilement. C'est ça la réalité. Bon, ben écoutez, merci.